Bonjour Flavien. Bonjour. Qu'est-ce que tu fais à Dublin? Qu'est-ce que je fais à Dublin? Moi, je suis pas perdu. Je travaille pour une agence web qui est spécialisée dans l'expérience utilisateur. On fait des sites web pour différents clients. Et j'apprends ce beau métier qui n'est pas si éloigné, pardon, du journalisme. Alors, tu tiens un blog aussi, et pour ce blog, tu es allé voir un peu ce qui se passait du côté de l'agence Storyful. Alors, d'abord, pour décrire un petit peu, Storyful, ça se présente comment quand on arrive chez eux? C'est une grosse boîte, une petite boîte? Ils sont installés où? Comment? Alors, ils sont installés dans de beaux bureaux qui sont à quelques pas de ce qu'on appelle le Grand Dock Canal, qui est un peu ce qu'on appelle ça aussi le Silicon Dock, qui est un peu la Silicon Valley de Dublin, là où toutes les grosses multinationales américaines sont implantées, Storyful, Google, Twitter, Facebook. Donc, ils sont dans ce secteur-là, le secteur tech. Alors que traditionnellement, les médias sont plutôt installés dans le centre-ville de Dublin. Donc eux, ils ont choisi d'être là-bas. Je pense que c'est pas un hasard non plus. Donc ils ont des bureaux qui sont assez impressionnants quand même quand on arrive parce que on a un grand open space avec des gens qui travaillent en silence. C'est pas un open space à la méditerranéen. On n'entend presque rien. C'est d'ailleurs assez étonnant, quoi. Avec tout le monde avec le micro-casque, les hangouts branchés. Et ce qui est intéressant aussi, c'est la moitié de la pièce occupée par des développeurs et des gens du marketing et l'autre partie de la pièce occupée par des journalistes, donc des gens qui visiblement se parlent quand même assez fréquemment. Alors, ces journalistes, qu'est-ce qu'ils font et ça donne quel type de production en fin de compte? Alors, qu'est-ce qu'ils font? Donc, le travail, hein, le métier de Storyful, c'est donc d'aller sur les réseaux sociaux, alors YouTube, Instagram, YouTube, donc le YouTube chinois, Facebook, Twitter, etc., et de repérer les contenus intéressants qui vont venir ensuite, qui donc vont être récupérés, vérifiés, authentifiés, c'est-à-dire qu'on va essayer de trouver quel est l'auteur du contenu qui a été posté, et ensuite renvoyer dans un flux, donc un flux vérifié d'informations, à des rédactions de par le monde, donc New York Times, Al Jazeera, France 24, donc tous les abonnés de l'agence. Et ces contenus vont être également envoyés dans des flux qui sont rangés, éditorialisés, c'est-à-dire qu'on ne jette pas des vidéos comme ça, on explique l'intérêt de telle ou telle vidéo, on donne du contexte sur l'info. Ça ressemble vraiment de très très près à un flux AFP ou Reuters tel qu'on les trouve dans toutes les rédactions. Comment ils font pour s'assurer de la véracité de tous ces éléments qui sont diffusés? Alors c'est vraiment la partie intéressante parce que ils ont acquis en quelques années une expertise qui est quand même impressionnante quand on connaît un peu ce domaine-là. Alors il y a une partie technique, c'est-à-dire qu'ils ont mis au point des outils extrêmement précis de repérage, de monitoring, comme on dit. Donc il y a des outils maison, ils utilisent aussi des outils qui existent déjà, par exemple les recherches avancées de Twitter, de Facebook, de YouTube. Ils ont même créé eux-mêmes un espèce de petit plugin qu'on branche sur son navigateur et qui permet par exemple en une seule requête de chercher sur 20-30 plateformes en même temps un contenu qui est lié à un mot-clé ou à une personnalité. Donc ça, c'est la partie, on va dire, mécanique, technique. Et l'autre partie, c'est la partie humaine. Donc ils ont des journalistes qui sont formés pour ce genre de recherche, avec des méthodes extrêmement précises à l'anglo-saxonne, avec des process. Ils ont par exemple, donc ça je l'ai publié sur le blog, ils ont des grilles de lecture qui leur permettent de vérifier étape par étape une vidéo. Alors ça va comme par des choses comme on va vérifier le temps, alors on va regarder la forme des ombres au sol, on va regarder si l'heure correspond, des choses comme ça, des choses très pratiques, toutes bêtes, mais qui sont effectuées, des tâches qui sont effectuées comme ça les unes à la suite des autres. Et puis, on va faire un travail sur l'authentification ce qu'ils appellent le first uploader. C'est-à-dire que c'est pas celui forcément qui a posté la vidéo, mais c'est celui qui a créé la vidéo. Parce que par exemple, ça peut être un adolescent qui fait une vidéo et c'est son père qui va la poster sur YouTube, par exemple. Donc, on cherche l'auteur euh, et la personne qui a pu diffuser cette vidéo en premier.
donc avec là aussi des outils. Et ils utilisent aussi ce qu'on appelle des techniques, donc c'est des gens qui sont très agiles sur le net, la technique de rebond. C'est-à-dire qu'à partir d'un site, et par un certain nombre de déductions, ils vont réussir à voir, à récupérer des éléments sur la personne qui a posté la vidéo. Donc ils donnent plusieurs exemples. Exemple intéressant, par exemple, c'était pendant le marathon de Boston, quand il y a eu les attentats pendant le marathon de Boston. Ils ont repéré une vidéo qui les intéressait. Ils ne savaient pas qui était la personne, ou n'étaient pas sûrs qui était la personne qui avait posté ça. C'était une athlète. Ils ont réussi par le jeu de YouTube de voir son identifiant. Ensuite, ils vont sur Facebook, ils vont sur Twitter, ils essayent de voir s'il y a des pseudos qui correspondent, etc. Ils ont finalement atterri sur un site de marathoniens, de course de fond. Ils ont repéré la personne qui pourrait correspondre. Ils ont regardé son temps de course moyen en course. Ils ont regardé, vu l'heure à laquelle elle était censée être partie et l'heure à laquelle elle était censée avoir filmé la vidéo, si ça correspondait. Alors bon, c'est un peu extrême comme exemple, mais ça donne une idée effectivement des genres de techniques qu'ils vont déployer, puisqu'ils enquêtent à plusieurs milliers de kilomètres des fois de leur source. Alors ça, c'est pour le contenu, ce qu'ils diffusent auprès de leurs clients, mais de quelle manière est-ce qu'ils commercialisent ça auprès de leurs clients? Alors, donc leur produit phare, c'est donc leur fil, hein, leur fil de contenu. Donc ça, c'est un produit qui est vendu aux rédactions, donc comme je le disais, plutôt du monde entier, qui se présente donc comme un flux FP un peu typique, à part que ce sont des contenus utilisateurs. Avec un ensemble de services aussi qui est donné, c'est-à-dire qu'ils assurent une veille sur les réseaux sociaux avec un compte Twitter Pro. Ils assurent par exemple aussi un suivi en termes de vérification, c'est-à-dire que vous faites partie d'une rédaction, vous avez une vidéo qui vous arrive pas par le canal de Storyful, mais que vous avez repéré vous-même ou qu'un utilisateur vous envoie. Vous avez un champ de dialogue avec les gens de Storyful, et vous pouvez leur dire voilà, j'ai cette vidéo, est-ce que vous pouvez la vérifier pour moi? Est-ce que vous pouvez l'authentifier pour moi? Donc ça, c'est par exemple un service intéressant. Donc, il y a un vrai intérêt pour des rédactions professionnelles, et notamment des chaînes de télé, à avoir un abonnement chez cette entreprise. Ils sont vraiment sur un positionnement là qui est, d'un côté, on a les plateformes de diffusion vidéo type YouTube, Dailymotion, qui publient énormément de vidéos, mais qui ne sont pas vérifiées, pas authentifiées. Et de l'autre côté, des agences professionnelles qui, bien sûr, produisent un flux vérifié d'informations, mais qui finalement utilisent très peu de contenu utilisateur. Donc, ils ont trouvé le business, le marché entre les deux. Alors ça, c'est le premier aspect de leur business. Et maintenant, ils essaient de se développer de plus en plus vers le brand content, c'est-à-dire de vendre à des marques des vidéos. Alors pourquoi? Parce que quand ils repèrent des vidéos, parce que au-delà du hard news, il y a toute une production vidéo qui est simplement de la vidéo buzz. Ce qu'ils font, donc, c'est donc il y a toute une partie de vidéo qui est du hard news. Il y a aussi des vidéos qui sont plus légères, des vidéos météo par exemple, ou des bébés qui rient, des choses comme ça. Ils font aussi ça, c'est-à-dire qu'ils mettent ça à disposition dans une rubrique qui va s'appeler buzz ou quelque chose comme ça. Et ça intéresse énormément les marques parce que ils vont donner aux marques l'accès à la vidéo, ils vont donner les droits de diffusion, ils vont servir d'agent aux producteurs de la vidéo, à qui ils vont reverser des droits et assurer une mention dans la réutilisation. Et en fait, ils se sont aperçus que de plus en plus les marques sont intéressées par ce type de vidéo parce qu'elles sont proches des gens, elles semblent plus authentiques que des vidéos qui sont montées. C'est la vraie vie, quelque part. Et en fait, ils ont un marché là à fournir de la vidéo virale et amateur à des marques qui peuvent les acheter pour leur propre campagne. Quelles sont les perspectives maintenant pour cette entreprise? Alors c'est une entreprise qui est très ambitieuse, hein, donc leur fondateur qui est Mark Little, qui est un ancien journaliste de la télé publique irlandaise, l'a répété. Hein, en gros, ils sont là pour concurrencer Reuters et l'AFP ou l'AP, les grandes agences mondiales. Ils s'attaquent au marché asiatique aujourd'hui. Ils ont signé un partenariat il y a quelques jours avec Youku, donc le YouTube chinois. Donc c'est un énorme marché, plus de 600 millions
d'internautes. Et donc, ils vont continuer à développer cette offre pour être l'agence de référence des produits, des contenus utilisateurs. Ok, merci Flavien pour ces explications. Merci.